Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout autre édito R7. Un loup dans la bergerie, la responsabilité de l'Église catholique dans tout ça. Après avoir échoué lamentablement dans la gestion des affaires de l'État, malgré les 42 ans de pouvoir sans partage, et tous les moyens financiers, bien entendu, issus de la rente pétrolière. Rappelons que le Congo-Brazzaville est le troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, avec une capacité de 350 000 barils par jour. Alors que les pétroliers battent des records de production avec 350 000 barils de pétrole par jour, grâce à l'exploitation de nouveaux gisements, l'économie congolaise résiste toujours mal à la chute des cours de l'or noir amorcée en 2014. La mauvaise gestion des finances de l'État et la répartition quasi nulle des richesses du pays rendent le Congo plus fragile. S'il y a une volonté sur le point de la gouvernance, sur le point de l'optimisation des recettes, les pays peuvent rentabiliser ce secteur. Les recettes pétrolières doivent être des recettes publiques. Les prix de vente du pétrole ne doivent plus jamais être anticipés. Le Congo exporte également le bois. Ici, nous sommes dans le port secondaire du Fondo. Voilà ce que je suis en train de filmer. Ça là, c'est le bois. C'est la société Mokabi, groupe Rouget. Voilà toute la quantité là. Voilà la quantité du bois qu'on est en train de piller sévèrement ici. Dans la Likwala, on est en train de piller le bois. À la fin, la Likwala manque même de l'eau potable dans nos robinets. On manque tout ici. Ça, c'est le port du Fondo. Donc, là, c'est des millions de mètres cubes qui sont transportés pour amener ça à Brazzaville. C'est au profit des multinationales et des dirigeants de ce pays-là. Mais la population qui vit dans cette forêt-là ne bénéficie de rien. De rien. Bonjour. Donc, voilà les réalités. Les minerais. Ces 3 conventions d'exploitation minière signées entre le gouvernement et la société Songa Mining Development donnent l'autorisation à cette société d'exploiter les gisements de fer des localités de Badondo, d'Avima et de Nabeba dans le département de la Songa. Le Congo dispose de la mer. La production du gaz naturel liquéfié Genel, annoncée par Eni Congo en 2023, est désormais opérationnelle depuis janvier 2024. Araldi Mirko, directeur général de cette société pétrolière, accompagné par Vignati Luka, directeur de l'amont du groupe Eni, et Bello Marguio, directeur Afrique subsaharienne, est venu apporter la bonne nouvelle au ministre des hydrocarbures et Bruno Jean-Richard Itoa. Mais avec une population des plus misérables de la planète, une petite population de 6 millions d'habitants, dont 70% vit sous le seuil de pauvreté à moins $1, donc dans une précarité absolue. Les conditions de vie des Brazzavillois demeurent vraiment préoccupantes. On se croirait dans une bourgade alors que nous sommes dans la capitale de la République du Congo. La configuration des habitations n'a pas beaucoup changé dans les quartiers populaires depuis les indépendances. De Makelekele à Bakongo, en passant par Mongali Poto jusqu'à Wenze et Talangai, la plupart des toilettes sont encore des petits endroits entourés des tôles ou des enclos en briques avec une fosse parfois bordée de ciment ou disposant simplement d'une marche en bois. Sans chasse d'eau ni dispositif d'hygiène, les quelques habitations modernes où les conditions d'hygiène sont réunies ne peuvent pas justifier la situation de certains quartiers. Il suffit de jeter un regard critique et profond dans les meilleurs de logement pour comprendre le risque court des familles entières en s'exposant aux maladies graves. Les Brazzavillois manquent presque de tout, même l'eau devient une denrée rare.
Sinon, les conditions ici, ça ne permet pas aux jeunes de rester ici. Parce que vous n'avez pas développé ici. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Un bidon ici, un bidon coûte 300. Imaginez-vous. Vous êtes au nombre de 12 dans une parcelle, vous allez acheter combien de bidons par jour? On ne peut pas comprendre qu'au Congo, au lieu que c'est les clients qui escroquent la société, maintenant c'est la société qui escroque les clients. Chose qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous avons plus de 2 semaines que nous n'avions plus l'eau. Pour nos besoins en eau, nous nous tournons désormais vers les eaux de source et nous avons constaté que ces eaux sont à l'origine de certaines éruptions cutanées qui causent des plaies lorsqu'on les gratte. Les adultes y sont exposés, mais aussi les enfants. Nous buvons cette eau par nécessité parce que l'eau ne coule pas des robinets. Olga Nsanga est un exemple type des familles en situation de précarité. Elle a 50 ans, elle a 7 enfants. Olga souffrirait d'une maladie cardiaque. Pour vivre, elle doit vendre du manioc, aucune assistance sociale, aucune subvention étatique. La vie de Olga et ses 7 enfants est un véritable supplice. J'ai tenté de faire plusieurs activités sans succès. Il me fallait donc opter pour la fabrication et la vente du manioc. L'essentiel pour moi, c'était de subvenir aux besoins de ma famille. Quand je me suis rendue à l'hôpital pour la première fois, la première question que le médecin m'a posée, « Avez-vous de l'argent ?» Je n'en avais pas. Je l'ai rassuré que je pouvais emprunter. Mes modestes économies m'ont autrefois permis de me faire soigner. Mais actuellement, n'ayant plus grand-chose, j'ai décidé d'arrêter le traitement et de m'en remettre totalement à Dieu. Le tyran Denis Sassou Nguesso compte désormais sur la foi des chrétiens. La foi ne raisonne pas, la foi ne condamne pas. Le Congo, comme vous le savez, c'est plus de 80% des chrétiens. Et donc, Sassou Nguesso jette désormais son dévolu sur l'Église catholique qu'il tente de dompter avec, bien sûr, les milliers de milliards d'argent du contribuable congolais qu'il dilapide à tour de bras. La question, que vise-t-il concrètement dans cette campagne sans répit lancée en compagnie de l'Église catholique, dont tout le monde sait ou presque qu'il est le criminel du cardinal Émile Biaïnda qui l'a assassiné le 22 mars 1977. Le 22 mars 1977, des militaires viennent s'emparer d'Émile Biaïnda à l'archevêché de Brazzaville en Land Rover. Des militaires, je dis bien, viennent s'en emparer. Nous avons là-dessus des témoignages extrêmement précis, notamment les témoignages d'une vieille sœur qui est toujours vivante, sœur Marguerite, qui vit à la rue du Bac ici à Paris. C'est la nuit, le cardinal Biaïnda est enterré vivant par des militaires au cimetière d'Itatolo, dans la nuit, dans des rites effroyables, et c'est là que meurt le cardinal Émile Biaïnda. On retrouvera son corps à la morgue de Brazzaville, on trouvera sa main gauche plutôt, était comme ça, dans une raideur cadavérique qui a frappé tout le monde parce qu'il devait repousser la terre qui l'enterrait, tandis que sa main droite tenait sa croix sur sa poitrine. Une campagne aux allures d'humiliation de l'Église catholique du Congo. Sinon, quel message envoie-t-on à travers le monde avec toutes ces images en compagnie de l'Église catholique depuis sa réception, vous l'avez vu bien sûr, sur tapis rouge le 25 novembre dernier au Vatican. Le Vatican que Denis Sassou Nguesso avait tourné en dérision par une lettre truffée, rappelez-vous, en mars 1977, lettre truffée, disais-je, de mensonges et de manipulations après avoir, bien sûr, assassiné une éminence du Congo, le cardinal Émile Biaïnda. Et pour bien préparer l'opinion publique française, mais aussi l'opinion publique congolaise, notamment la jeune génération des années 90-2000 qui n'ont pas vécu ces événements, RFI, la radio-service des renseignements français, j'allais dire, au service de Matignon, pour ne pas dire au service de l'Élysée, tenté le 29 novembre dernier, vous avez probablement suivi cette interview, qui avait pour objectif
de semer un petit doute dans la conscience, bien sûr, des Congolais et pourquoi pas aussi des Français sur l'assassinat du cardinal Émile Biaïenda et du président Marian Ngouabi. Une interview bien relayée dont le titre était Congo-Brazzaville. Personne ne peut dire aujourd'hui qui a vraiment assassiné Ngouabi et Biaïenda. Florence Bernaud, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on sait comment et pourquoi le cardinal a été assassiné ? Ah ben non, ça c'est une grande question qui n'a pas été élucidée ni au moment de l'assassinat, car c'était quand même assez mystérieux, ni vraiment par les rumeurs de l'opinion populaire. Et ensuite, il y a eu 2 moments au moins où l'assassinat a été revisité. D'une part, par la Conférence nationale du Congo en 1991. Il y a eu toute une commission, alors là plutôt d'activistes politiques et de personnalités congolaises qui ont constitué une commission pour comprendre les responsables de l'assassinat et du cardinal et de Marian Ngouabi, donc l'ancien président. Ils ne sont pas arrivés à des conclusions, mais ils ont montré la complexité, la difficulté de vraiment savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé. RFI, je vous ai rappelé, c'est un média de propagande subventionné par l'Élysée, pour tout résumer. Et donc, on relance le débat sur un sujet que les Congolais connaissent parfaitement bien et des crimes pour lesquels les Congolais savent qui en est l'auteur. Posez-vous donc la question de savoir quel était l'intérêt pour RFI d'organiser une telle interview avec une soi-disant spécialiste de l'Afrique centrale et du Congo, Florence Bernaud. Voilà une interview de contre-vérité et de manipulation de conscience. Faudrait-il rappeler à RFI qu'on parle ici des assassinats d'un président en fonction égorgé en plein jour, d'un ancien président de la République Alphonse Massamba Deba et d'un cardinal, Émile Biaïenda, par un agent des renseignements français de la DGSE recruté en Algérie pendant sa formation, donc Denis Sassou Nguesso, que la France et ses médias officiels tentent évidemment, j'allais dire désespérément, de blanchir et de dédouaner cet agent qui a été imposé pour la première fois au pouvoir en 1979, après bien sûr les assassinats susmentionnés pour les intérêts, entre guillemets, français, et réinstallé au pouvoir par les armes, par un coup d'État militaire qui a coûté la vie à plus de 10% des Congolais en juin 1997. C'est cet homme que Matignon et l'Élysée tentent de blanchir ou de dédouaner. Probablement qu'ils ont un autre projet. Le faisant, Matignon, pour ne pas dire l'Élysée, préparait évidemment par cette interview la réception de son champion criminel de tous les temps que le Congo n'ait jamais connu à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris. Un despote installé, je vous l'ai dit, par la France aux commandes du Congo-Brazzaville, d'abord en 1979 et ramené en 1997 par un coup d'État militaire, après qu'il soit battu aux seules élections démocratiques, libres et transparentes en 1992, où il n'était même pas parvenu au second tour. Élections qui consacreront, bien sûr, le professeur Pascal Lissouba, président démocratiquement élu. Lorsque Sassou Nguesso abandonne le pouvoir et le drapeau marxiste à l'issue de la conférence nationale, il laisse à son futur successeur un pays ruiné. Personne ne sait où est passé l'argent du pétrole. Le Congo n'a plus de route, plus de chemin de fer. Il n'a qu'une dette colossale et une armée de fonctionnaires en mal de salaire depuis plus d'1 an. Et pourtant, on veut croire à des jours meilleurs. Le nouveau président, Pascal Lissouba, élu quelques mois plus tard, doit faire face. Il a besoin d'argent tout de suite. Je me suis adressé vers ce que je considérais être comme nos partenaires en mesure de nous aider devant un certain nombre de difficultés très simples. Ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas.
ni de près ni de loin. Qui vous répond ça? C'est les responsables de Elf de l'époque. Je ne sais pas comment il s'appelle déjà. C'est monsieur... Le Floch-Préjean. Le Floch-Préjean, oui, en personne, bien sûr. Parce que je me suis adressé à lui, demandant un crédit relais pour me permettre de passer le cap le plus difficile, parce que j'étais vraiment en difficulté. On nous répond, ce n'est pas possible. Et non seulement ce n'est pas possible, mais c'est impossible et c'était même presque même idiot à la limite, voyez-vous. Je change à peine les propos. Alors, dans ces conditions, que faire? Aux grandes dames de Elf, le président se tourne alors vers la compagnie américaine Oxy. Il lui offre, contre 150 millions de dollars, une partie de l'exploitation du pétrole du gisement de Caussa. Or, Elf est déjà opérateur de ce même gisement, y a déjà engagé d'énormes frais de recherche. Le pétrole ne sortira de ce puits que dans 2 ans, mais la réserve assure à Elf près de 30 ans d'exploitation. Elf va faire casser le contrat des Américains. Ceci n'a pas dû plaire. Depuis son retour au pouvoir, par coup d'État militaire organisé par la France de Jacques Chirac, aidé par des mercenaires et des armées étrangères. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Denis Sassou Nguesso demeure au pouvoir par coup d'État permanent. Pour continuer, vous le savez, à assurer à la France l'accès gratuit, ou presque, au pétrole congolais, les intérêts français au Congo. Les intérêts français au Congo. Garantir les intérêts français au Congo au détriment de la vie des Congolais, au détriment du respect des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Une fois les consciences préparées et endormies par l'interview de l'historienne de plateau Florence Pernon, qui serait une spécialiste de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso pouvait s'asseoir tranquillement aux côtés de Donald Trump, l'homme le plus puissant de la planète qui prendra ses fonctions en janvier 2025. Mais c'est un arrangement bien préparé par l'Élysée, par Paris, et probablement aussi par l'Église catholique. Donc une forme de récompense de sa contribution à coût des dizaines de milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable congolais, sans l'aval du Parlement. Vous vous souvenez, la sortie médiatique de maître Robert Bourgi pour son livre « Ils savent que je sais tout ». Sassou, c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait. Il me dit, je t'envoie Monsieur X. Prends rendez-vous avec Jacques. Que dire les centaines de milliards de francs CFA partagés à tour de bras à ses amis, notamment 100 milliards à l'Ivoirien Alassane Ouattara, 50 milliards au Nigérien Mamadou Issoufou, 50 milliards de francs CFA au Guinéen Alpha Condé, 50 milliards à la Centrafricaine Catherine Samba Panza pour payer les fonctionnaires
centrafricain, avec l'argent du contribuable congolais. Une grande première dans le monde. Ce n'est pas tout. Il convient de rappeler aussi la construction par Sassou Nguesso d'une école primaire moderne pour les enfants chinois. La contribution de Denis Sassou Nguesso à coût de dizaines de milliards de francs CFA d'argent du contribuable congolais à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. N'est-ce pas une partie de l'argent réclamé par les Congolais, les 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures volés? Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Et donc du recel qui aurait servi à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Si tant est que le recel, comme aiment à le dire les juristes, c'est le bénéfice conscient du produit d'un crime ou d'un délit. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Pendant ce temps, les Congolais n'ont pas d'éducation, n'ont pas d'hôpitaux dignes, pas d'électricité stable, pas d'eau potable, pas de route, pas de voiries urbaines. Et la France, premier partenaire du Congo-Brazzaville, entre guillemets, est bien consciente de cette situation socio-économique dramatique, chaotique, engendrée par la malgouvernance de son valet imposé aux Congolais par les armes. Doit-on comprendre par là que la France continue à profiter donc des crimes contre l'humanité, du vol, des assassinats politiques et des détournements de deniers publics en série au Congo-Brazzaville? Alors vous dites aussi combien vous payez les présidents africains. Je cite Bongo, me payait 50 000 € par mois, plus les extras. Il arrivait en tête avant Sassou, Gbagbo, Compaoré, Ouad ou Mobutu. À aucun moment, vous vous n'êtes dit que c'est l'argent des contribuables ivoiriens, burkinabés, gabonais, congolais, qui auraient pu servir à construire des hôpitaux, des routes, des ponts. Vous le savez. Vous y étiez. Et ces financements... Et il n'y a que ça qui vous intéresse, financement. Oui, venant des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent vers des pays riches. Ça, c'est... Vous comprenez que ça puisse choquer. Madame. Les personnes qui nous regardent aujourd'hui aussi. Madame, si en 2011, je me suis exprimé, c'est parce que ma conscience me taraudait. Des crimes commis par son valet qu'il a réinstallé au Congo-Brazzaville dans les années 1997, abusant ainsi des Congolais qui ont été réduits à l'esclavage. Denis Sassou Nguesso, c'est le moment de le rappeler, a humilié, déshumanisé les Congolais qui vivent désormais dans une misère indescriptible imposée par lui et ses soutiens de la France-Afrique, sous la complaisance malheureusement de l'Église catholique qui laisse son label être utilisé dans cette campagne honteuse qui n'a de but que de préparer une nouvelle forfaiture pour 2026. Hélas, c'est une réalité. À l'Église catholique du Congo de prendre ses responsabilités pour ne pas paraître complice dans cette campagne que mène désormais Denis Sassou Nguesso au nom des chrétiens, au nom de l'Église catholique. J'allais dire universel, parce que là, ce n'est plus seulement le Congo. On l'a vu à Rome, au Vatican, et dernièrement, à la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'est quoi le message envoyé à travers le monde? Merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Cela nous fera du bien. Cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez massivement cet édito. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.